Bonjour à tous et bienvenue au 13h. Tout de suite, les titres à la une de ce journal. Depuis hier, l'opinion publique s'emballe autour d'une idée de résolution du Congrès américain concernant le Cameroun. Celle-ci aurait été prise avant-hier et fruit du récent séjour des députés américains dans le pays. Nous avons essayé d'en savoir plus. Le point dans quelques instants avec nos reporters à l'ambassade des États-Unis à Yaoundé. Nécrologie dans ce journal, le général de division James Tato n'est plus. Cet officier général de l'armée camerounaise en deuxième section est décédé hier en France. Celui qui fut l'un des premiers généraux de l'armée camerounaise a occupé de hautes fonctions au sein de la défense. Il a également joué un rôle important dans la riposte au coup d'État manqué de 1984. Évocation dans ce journal. Le ministère du Commerce lance une opération de saisie des sacs de riz, sucre et sel non catégorisés en surfacturation. L'action est menée par le délégué régional du Centre pour le commerce et vise à mettre en déroute les commerçants véreux qui exercent dans la capitale. Et enfin en sport, classement FIFA, sans surprise, les Lions indomptables regressent de 2 places au rang des meilleures nations de football. Après une CAN ratée, la bande à Éric Maxime Choupo-Moting tombe au 53e rang. Loin derrière le Sénégal, meilleure équipe africaine à la 20e position. Bonjour à tous et bienvenue une fois de plus au 13h. Ce dimanche 28 juillet sera célébrée la journée mondiale de lutte contre l'hépatite au Cameroun. Ce jeudi, des campagnes de dépistage se tiennent en ce moment à l'hôpital général de Douala. Sur 175 personnes dépistées ce matin, une quinzaine sont positives à l'hépatite B et C. Pendant 2 jours, ces dépistages gratuits se poursuivront. Je vous propose de suivre quelques réactions des coordonnateurs de cette campagne au micro de Lille Piedjou et Marius Kossou. Quand le sang arrive à notre niveau, nous centrifugeons les tubes, c'est-à-dire que nous séparons le kilo et le plasma, puisque nous travaillons avec le plasma et nous engageons les tests. Les échantillons sont bien prélevés dans les tubes appropriés. Les réactifs sont très fiables. Nous donnons les résultats après 30 minutes. Les résultats, nous avons assez de positifs quand même. Nous avons déjà 116 résultats, parmi lesquels une quinzaine de positifs. Les positifs seront pris en charge. Et de la santé à la politique, rendons-nous à présent dans la capitale Yaoundé pour essayer de joindre Karel Mezacha Choya. Karel, bonjour. Avec vous, on parle de cette fameuse résolution du Congrès américain qui fait la une des journaux ce jeudi matin. Bonjour Aimé Catherine Mokori, Madame, Messieurs, bonjour. Effectivement, Aimé Catherine Mokori, depuis hier, l'opinion publique s'emballe devant une résolution du Congrès américain concernant le Cameroun. Celle-ci aura été prise avant-hier et est le fruit du récent séjour de députés américains dans notre pays. Nos reporters ont essayé ce matin d'en savoir plus. Ce rapport existe-t-il? Est-il diffusé par les autorités américaines? Nous retrouvons Rodrigue Tonguet posté à l'ambassade, devant donc l'ambassade des États-Unis au Cameroun depuis ce matin. Rodrigue, bonjour. Bonjour Karel, rien ne filtre pour le moment à l'ambassade des États-Unis, mais l'on sait que depuis 2 jours, le Congrès américain a produit ce rapport, cette résolution 358 du Congrès américain au sujet de la situation dans le Nosso, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest et la crise séparatiste qui frappe là-bas depuis 3 ans. Eh bien, les Américains estiment qu'il faut dire non au séparatisme, mais sont d'accord pour une fédération en 2 États. C'est le cœur de la résolution de la mission Karen Bass qui a séjourné au Cameroun pendant 1 mois, qui a consulté toutes les autorités pour pouvoir bâtir cette résolution qui a été adoptée avant-hier au sein du Congrès américain. Autre dimension de cette résolution, c'est que les Américains appellent à la libération de Maurice Kamto, le président du MRC, pour une décrispation. C'est ce qui est écrit dans le rapport.
Et en même temps, les Américains souhaitent que la guerre s'arrête dans le Nosso. Il n'y a pas que les autorités qui sont épinglées, mais il y a aussi des séparatistes qui commettent des exactions sur le terrain, des meurtres, des tueries, de la barbarie que condamnent les Américains. Nous allons certainement poursuivre ce dossier en essayant de faire parler des autorités américaines localement, notamment ici à l'ambassade à Yaoundé, dans les prochains jours, dans les prochaines heures, certainement Karen Mezatia, mais nous pouvons vous l'affirmer. Effectivement, ce rapport a été produit et l'ambassade des États-Unis confirme qu'il a été mis en ligne par le Congrès américain. Ici à l'ambassade des États-Unis, Luc Vondor, Rodrigue Tongué, Canal 2. Affaire à suivre donc. Merci Rodrigue Tongué pour toutes ces précisions. Nécrologie, le général de division James Tato n'est plus. Cet officier général de l'armée camerounaise en 2e section est décédé hier en France des suites de maladie. James Tato fut l'un des premiers généraux de l'armée camerounaise. Il a notamment été chef d'état-major de l'armée de terre, conseiller logistique au ministère de la Défense. Le général de division James Tato, mort à 86 ans, a été au cœur de plusieurs opérations dont le maintien de la sécurité au palais de l'Unité. Lors du coup d'État manqué du 6 avril 1984, son supérieur hiérarchique, le général de l'armée Pierre Semengue, rencontré ce matin par notre reporter Bran Kamga, se souvient d'ailleurs de cette opération. Nous l'écoutons. Le 6 avril, nous étions ensemble. J'ai trouvé que c'est lui qui avait mis en place l'état-major de crise au palais de l'Unité. Je n'étais pas encore revenu. C'est lui qui avait mis ça en place. Ce n'est que lorsque je suis revenu vers 13 h que j'ai pris le commandement de l'état-major mixte. Mais c'est lui qui avait mis ça en place. Donc le général Tato était vraiment un des piliers, je peux dire un des piliers de la formation de l'armée camerounaise, un des piliers. Donc il a participé à toutes sortes de... Tout ce qui est arrivé, on l'a fait ensemble. Merci pour ce témoignage. Nous reviendrons sur le portrait de l'homme ce soir au journal présenté du 19h50. Le complexe sportif d'Olembe sera livré avant la fin d'année. Assurance donnée par le président du conseil d'administration du groupe Pichini au cours d'une audience à lui accordée par le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, qui avec à ses côtés un membre du conseil d'administration de Eneo se sont également préoccupés des questions liées à la distribution de l'énergie. Arnaud Gefak et Serge Alansibou. Complexe sportif d'Olembe à Yaoundé. On a annoncé l'arrêt des travaux il y a quelque temps. À tort, apprend-on. Sujet au centre de l'audience ici accordée par le ministre des Finances au président du conseil d'administration du groupe Pichini, constructeur de ce joyau. Confidence à l'issue de l'entretien. D'abord pour rassurer donc le ministère que nous allons terminer donc les travaux avant la fin de l'année. On a récupéré donc le temps perdu et disons on rassure aussi le peuple camerounais qui va avoir un des meilleurs stades non seulement en Afrique mais probablement au monde. Espoir donc permis pour son utilisation projetée en 2021. Rendez-vous connu de la Coupe d'Afrique des Nations. Louis-Paul Motazé reçoit ensuite Safitou Badon, membre du conseil d'administration des Néo Cameroun, présidente du comité Audi. Les deux personnalités abordent la question de distribution de l'énergie. Le gouvernement a toujours à cœur de pouvoir apporter l'électricité à bon marché et aux populations. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons développé les différents aspects possibles dans le secteur. Sur les possibilités de retrait de Actis du capital de Eneo ou encore la mise en vente de ses parts, la question n'est pas au bon destinataire. Dans mon rôle, ce n'est pas à moi de répondre à ce genre de questions, mais de toute façon, toute décision qui est prise est dans l'intérêt de l'État et de la société. Journée hyper chargée pour le ministre des Finances, lui à la jauge du respect des engagements de l'État.
Tel qu'annoncé en titre, le ministère du Commerce lance l'opération de saisie des sacs de riz, sel et sucre non catégorisés et en surfacturation. L'action est menée par le délégué régional du commerce pour le centre, qui a d'ailleurs effectué une descente dans nos marchés hier ici même dans la cité capitale. Le reportage est réalisé avec le concours de Parfait Zambo. Cette opération coup de poing a été menée par le délégué régional du centre du ministère du Commerce. Ce dernier est descendu sur le terrain, touché du doigt le désarroi des consommateurs. Le riz qui doit normalement coûter 390, ils mettent ça à 450, ou celui qui doit coûter 425, met ça à 450. Donc là, le consommateur ne sait plus à quel sens se vouer. Une action salutaire de la part du gouvernement qui lutte contre la vie chère au grand bonheur des populations. Depuis que les prix concertés ont été adoptés en mars 2019, il y a encore certains commerçants dans le marché ces dernières semaines qui sont en train de jouer au chat à la souris. Les contrevenants à cette réforme s'exposent au retrait de leurs marchandises sur le marché. Ceci s'applique aussi au sucre et au sel, qui sont depuis peu en surfacturation. Catégoriser et apporter les prix afférents, c'est la nouvelle contrainte imposée par le ministère du Commerce aux commerçants de cette denrée alimentaire. Démocratique du Cameroun, UDC a effectué sa rentrée politique hier dans la cité capitale. Le bureau politique était réuni à cette occasion pour se prononcer sur les questions d'intérêt national. Les travaux de fond présidés par le docteur Adamou Ndamjoya se sont tenus avec la participation de Sam Bala, le vice-président, et les autres membres du bureau politique, à l'instar de Koupit Adamou, que je vous propose d'écouter. Les membres du bureau politique, les membres du bureau exécutif national, les honorables députés, maires de l'Union démocratique du Cameroun, demandent au gouvernement de dégager toutes les responsabilités, administrer des sanctions conséquentes et tirer toutes les leçons de mutinerie grave enregistrées ces derniers jours dans les prisons centrales de Yaoundé et de Buea pour décongestionner nos prisons afin d'arrimer les effectifs de la population carcérale aux standards recommandés, d'humaniser davantage le traitement des prisonniers. S'agissant de la crise dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, ainsi que de la crise sociopolitique post-électorale dans le pays, il est urgent d'organiser le dialogue républicain inclusif pour écouter toutes les parties prenantes et dégager les voies de solutions consensuelles. Toujours dans l'actualité, il y a du sang neuf au ministère des Sports et de l'Éducation physique. Le groupe de travail chargé de l'élaboration de la charte éthique et déontologique des sélections nationales a été installé par le chef de ce département, Narcisse Mouele Kombi. La cérémonie d'installation a eu lieu hier au Palais polyvalent des sports de Yaoundé. Maria Mazo et Michel Foucault nous proposent cette réaction. Mesdames et messieurs, nous parlons d'éthique et de déontologie. De quoi s'agit-il essentiellement? Qui dit éthique, dit ensemble de principes sur lesquels la morale d'un peuple, d'une communauté, d'un groupe social, d'une corporation, d'une profession, pourrait établir ses normes, ses limites et ses devoirs. Dans cette perspective, et en l'occurrence, ce qui compte, c'est la recherche consciente du bien, de ce qui est bien, de ce qui fait du bien, de ce qui concourt au bien de la nation camerounaise. Il importe donc que soit bien entretenu ce drap blanc sur lequel repose la cohérence du vivre ensemble, pour reprendre l'expression du philosophe Stéphane Sangral. De vivre ensemble harmonieux, rappelons-le, est le ciment de l'unité du Cameroun. Parlons culture à présent avec ce nouveau livre que vient de commettre le professeur Alain Bouchang, intitulé La Tontine. L'ouvrage de 84 pages éclaire justement sur le concept de base, ou alors sur les concepts de base de Tontine. La cérémonie de dédicace a eu lieu hier à Yaoundé, en présence de nos reporters Mariam Mazo et Constant Kamga.
Une nouvelle forme de tontine pour un Cameroun émergent. C'est la réflexion de l'écrivain Alain Boutan. Une réflexion qui l'amène à produire une œuvre de 84 pages où il explique les bienfaits de la tontine. Dans un contexte de tontinard et de sardinard, l'auteur du livre La tontine apporte un éclaircissement, voire une définition exacte du mot tontine. Au cours de la cérémonie de dédicace, l'auteur lui-même n'a pas hésité à apporter des précisions sur son livre. La couleur du milieu, c'est deux mains. Deux mains signifie chez nous, quand on prend quelque chose avec deux mains, c'est le respect d'abord, je crois. Et la couleur orange qui accompagne les deux mains, c'est la couleur universelle de la solidarité. Et au-dessus des deux mains, il y a une tirelire. La tirelire, c'est le symbole de l'épargne. Et c'est ça qui est au-dessus des deux mains. Donc, l'esprit tontinal, on prend avec deux mains, donc avec le cœur, avec respect, l'épargne de tout un groupe, de toute une collectivité. C'est ça le symbole de la tontine. Et généralement, on fait un cercle pour montrer la solidarité du groupe et la bénédiction du groupe pour accompagner les projets que le bénéficiaire va pouvoir entreprendre avec cet argent. Camerounais d'origine et professeur d'université, Alain Boutan est à son deuxième ouvrage et n'entend pas s'arrêter là. Moi ici, j'invite à la réflexion. Je n'ai pas la prétention de résoudre un problème. J'invite à la réflexion dans un esprit apaisé. Lutte contre le chômage en milieu jeune au Cameroun. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle met les bouchées doubles pour apporter des solutions à cette problématique. C'est justement pour permettre à leur donner les outils et les techniques de recherche d'un travail et pourquoi pas permettre aux fers de lance de la nation de décrocher un boulot que la 3e édition du Carrefour des métiers a été ouverte ici même à Yaoundé. Le compte rendu réalisé avec le concours de Constant Kamga. Les jeunes représentent environ 55% sur les près de 25 millions d'habitants que compte le Cameroun. Une bonne partie de cette tranche de la population ayant suivi une formation ou pas est au chômage. Le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, pour apporter des solutions à cette problématique, organise durant 2 jours à l'esplanade du Palais des Sports de Yaoundé le Carrefour des métiers et de la Bourse de l'emploi du centre. Une belle opportunité offerte aux élèves, étudiants et chercheurs d'emploi. C'est une plateforme qui leur donne, n'est-ce pas, l'opportunité d'avoir l'information, de chercher la bonne information, la bonne orientation. Cette 3e édition envisage accueillir 3000 visiteurs, former au moins 500 chercheurs d'emploi aux techniques de recherche du travail et embaucher au moins 150 chercheurs d'emploi. Un rassemblement de toutes les possibilités d'avoir l'embauche sur place. Et donc, je pense qu'à la fin de ces 2 jours, que ces jeunes, au moins 50% vont trouver le travail. Des jeunes qui mettent justement toutes les chances de leur côté pour ne pas repartir les mains vides. L'entretien s'est très bien passé et nous espérons que nous serons parmi les recrutés. Le gouverneur de la région du Centre a ouvert ce grand rendez-vous ce 24 juillet à Yaoundé en présence des responsables du ministère en charge de l'emploi. Dans la suite du journal, on s'intéresse à la soutenance du chef Bangwa et on en parle avec vous du côté de Douala et Catherine Moukouri. Tout à fait, Karel Mezatia Choya, bon après-midi à vous. On s'intéresse à présent à la soutenance du chef supérieur Bangwa, Sa Majesté Julio Annick Djampou Tchatchouan, qui vient de passer avec une mention très bien à son Master 2 professionnel au cours d'une soutenance très courue dans la ville de Tchan, auquel a assisté justement notre reporter sur place, Eric Matané. 16,5 avec mention très bien du jury pour le candidat Annick Julio Djampou Tchatchouan qui vient de soutenir avec brio son mémoire de Master 2 professionnel, option gouvernance locale, décentralisation et développement de la faculté de sciences juridiques et politiques de l'université de Tchang sur le thème l'écotourisme et le développement local à l'Ouest Cameroun. Jusqu'à une période relativement récente, on n'avait pas considéré l'écosystème, l'écotourisme comme une mine, un domaine où on pouvait extraire des plus-values sur le plan économique et développer ainsi l'administration locale, l'environnement local.
Il ressort de cette soutenance de mémoire très courue que la région de l'Ouest a un fort potentiel touristique et pourrait être un facteur de développement pour nos collectivités locales. L'écotourisme joue un rôle essentiel dans notre société car elle est un moyen d'évaluation de potentiel sur le plan économique, social et culturel. Ceci se définit davantage à travers l'éclosion du développement au niveau rural. L'intérêt d'un tel sujet se situe à un double plan. Sur le plan théorique et pratique. Sur le plan théorique, l'étude vise à cerner les contours de l'écotourisme comme stratégie de développement de notre société. Sur le plan pratique, elle vise à présenter comment le développement local par l'écotourisme contribue à l'épanouissement des populations. Candidat qui est par ailleurs chef supérieur traditionnel du groupement Bangwa, était soutenu par ses pairs, collègues et une forte présence d'élite. Aujourd'hui, tout Bangwa doit le pousser à aller jusqu'au doctorat. Et là, en ce moment-là, parce que ça sont ses efforts personnels, avec quelques intimes, mais là, vraiment, je crois que c'est la population qui doit pousser notre chef à aller aujourd'hui jusqu'au doctorat. Les populations ressortissant Bangwa de la Ménois et du Cameroun sont venues soutenir leur chef. Et on reste à l'université de Tchang pour parler cette fois-ci du professeur Paul Célestin Ndembiembe qui est le nouveau PCA de cette institution. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions à l'Amphimile par le ministre de l'Enseignement supérieur Jacques Fameux-Ndongo. Éric Matané pour le compte rendu une fois de plus. Double cérémonie à l'université de Tchang. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques Fameux-Ndongo, chancelier des ordres académiques, vient de procéder à l'installation du professeur Paul Célestin Ndembiembe comme 5e PCA de cette institution académique. Nommé le 11 juillet dernier par décret présidentiel, il remplace à ce poste Sami Beben Tchumbu qui aura passé 5 années. Professeur Célestin Ndembiembe est né le 21 septembre 1952 à Ekok, dans l'arrondissement de Ntoku, département du Bas-Ménoubo, région de l'Ouest Cameroun. Il hérite d'une université calme, studieuse et a l'obligation de réussir. Classique qui concerne tout manager. La concentration, la capacité d'écoute, la probité, l'intégrité, le respect des lois et règlements de la République. Évidemment, on travaille en synergie avec les autorités administratives, avec le recteur de l'université, avec tous les collaborateurs du recteur. Pour l'immense travail abattu à la tête de cette université, dont il a été le 4e recteur et le 2e PCA. Très cher professeur, vous êtes appelé à servir à l'université de Bamenda, mais vos empreintes restent à l'université de Tchang qui vous est reconnaissante. Ce diplômé de l'école de journaliste et enseignant chevronné, au regard de sa qualification académique et riche expérience professionnelle, a le profil de mener à bien l'université de Tchang, avec loyauté et engagement pour la cause de l'enseignement supérieur et proactivité multidimensionnelle. L'occasion a été tout trouvée pour le ministre d'État d'inaugurer le bâtiment devant abriter l'école doctorale construite sous forme propre de la Fondation Université. Il a rappelé que l'université de Tchang est la meilleure université d'Afrique subsaharienne par le classement webmétrique. Et le Trésor ouvre une nouvelle page de son carnet de voyage. Cet après-midi, nous vous emmenons au cœur du peuple Baka. Hier, vivant essentiellement de la chasse, de la pêche et de la cueillette, le peuple Baka aujourd'hui subit des profondes modifications. La pharmacopée traditionnelle tend à disparaître au profit de la médecine moderne. Bien que les problèmes financiers sont existants, l'école petit à petit sort les jeunes Baka des brousses. C'est ce que nous disent Robert Charlitoc et Emmanuel Kweta dans cette Jadis, les pygmées étaient des hommes de petite taille, vivant dans la forêt, ayant poussé l'activité la chasse, la pêche et la cueillette. Un mode de vie qui aurait connu de profondes mutations. Hier, peuple de la forêt, aujourd'hui, le vent de la modernité fait de le peuple autochtone. Plonger dans leur univers nous permet de découvrir leur quotidien. En soirée, dans la pénombre, c'est le moment idoine pour l'enseignement des proverbes et des contes. Ici, pour gérer le problème de santé, la pharmacopée traditionnelle étant sollicitée. Cette peau d'animal s'avère être le scanner parfait. Et avant, quand on était en forêt, il y avait un médecin traditionnel là-bas. Mais ça soignait beaucoup de maladies. Mais
il manquait aussi beaucoup de choses pour soigner. Quand il y a beaucoup de maladies, il y a d'autres malades qui demandent à l'hôpital. Plusieurs sont les populations qui y trouvent leur compte. Toutefois, en matière de santé communautaire, l'État et les partenaires étrangers ont favorisé la formation des peuples autochtones. Notre premier travail avec les BACA, c'est d'abord une sensibilisation parce que ce sont des personnes qui n'acceptent pas, qui n'adhèrent pas facilement aux soins de santé, c'est-à-dire la santé conventionnelle. Et ce sont les personnes qui sont trop attachées à leur tradition. Une réalité qui favorise la sortie progressive des Baka de la pharmacopée vers la médecine moderne. Chez les peuples Baka, le mal, la malnutrition, le paludisme sont les maladies les plus récurrentes. Fini les journées dans la brousse, le peuple Baka s'intéresse désormais à l'école. Un état des lieux alourdi par l'absence de moyens financiers qui rend l'évolution scolaire difficile. Si des efforts ont été faits, beaucoup reste encore à faire afin que ce peuple autochtone puisse se sentir faisant partie intégrale de la société. Découvrons à présent les Pygmées, Baka, balle au pied. Les rois de la forêt ont tout un championnat de vacances qui vise à occuper les jeunes par le football et surtout les éloigner de la consommation des stupéfiants. C'est avec Alex Lembe. Zoulabot, village qui abrite l'un des plus grands campements Baka, est à l'honneur depuis le week-end dernier avec ce championnat de vacances qui a pour objectif de dire non à la consommation abusive de l'alcool et des stupéfiants. L'homme de la forêt d'hier, devenu homme autochtone aujourd'hui, est en but à de nombreux fléaux modernes, d'où l'implication des RKLIEOS pour la prise de conscience des uns et des autres. Les choses qui m'ont beaucoup intrigué, c'était la consommation auprès des jeunes. C'est pour cela que j'ai pensé que pour lutter contre cette consommation d'alcool et stupéfiants, il fallait, n'est-ce pas, les rassembler dans un endroit pour faire des sensibilisations, non seulement sur la consommation d'alcool, mais aussi sur l'importance de l'agriculture, parce que chaque jour, ils ont des enfants malnutris, et sur les maladies telles que le VIH-Sida, la tuberculose. On travaille avec les Pygmées Baka depuis 18 ans maintenant. Et de plus en plus, on a constaté que l'alcool est devenu un grand problème pour la société Baka. Alors, on a pensé quelle était la meilleure façon d'adresser ce problème. Et on a pensé que le sport, et surtout le football qui est aimé par tout le Cameroun, était la meilleure façon de s'adresser à ce problème. Comme le football supporte aussi les valeurs de respect, de fair play, de travail en équipe. Et c'est notre façon de travailler ensemble pour résoudre ce problème. Ce championnat de football, dames et messieurs, qui a débuté le week-end dernier, devra regrouper les Baka de Djoum, Mintom et de Bembis. Initiative qui ne laisse pas indifférent le sous-préfet de la localité. Cette initiative louable est justement un appel qui est lancé pour la prise de conscience des Baka. Il est question pour ceux-ci de réduire la consommation de ces stupéfiants tout comme de l'alcool. Était également présent à cette cérémonie un représentant de la Ligue espagnole de football ainsi que celui de la Ligue camerounaise de football. Et toujours en football, justement, nous le disions en titre, les Lions indomptables chutent de 2 places dans le classement FIFA. Ils passent justement de la 51e à la 53e place. Cette dégringolade était prévisible au regard de la CAN ratée du Cameroun en Égypte. Pour rappel, les Lions indomptables tenants du titre avaient été éliminés au stade des 8e de finale par le Nigeria. La meilleure équipe africaine au classement FIFA reste le Sénégal à la 20e position. L'Algérie, champion d'Afrique 2019, grimpe à la 40e place, 4e pays africain. Le Cameroun est 8e sur le plan continental. Allons à présent à la découverte du Tekbol, créé il y a moins de 5 ans en Hongrie. Le Tekbol est une discipline sportive qui commence à avoir pignon sur rue dans le monde. Dérivée du tennis de table, cette nouvelle discipline sportive commence à drainer derrière elle de nombreux pratiquants, notamment les Camerounais. Alex Lembe nous apporte les détails. Désormais discipline de prédilection pour les nombreux sportifs du monde, le Tekbol gagne véritablement du terrain.
Cela s'est d'ailleurs justifié le mois dernier à Sal, au Cap-Vert, avec le dernier championnat d'Afrique de plage où l'on a vu un public très curieux venir découvrir le tech-ball. Qu'est-ce que c'est en fait? Le tech-ball, c'est une discipline qui se joue sur une table. La table, elle est incurvée et sur cette table, vous pouvez pratiquer plusieurs sports. Vous pouvez pratiquer le tech-pong, c'est-à-dire que avec la balle de tennis de table. On peut jouer du tennis de table dessus. On peut jouer du tennis lui-même, c'est-à-dire qu'avec la balle de tennis, avec des raquettes bien appropriées. Et ensuite, du foot, évidemment. Vous pouvez jouer avec du ballon. Pour tout football, comme tout footballeur peut venir dessus, jouer, qu'il soit en activité professionnelle ou amateur, il peut bien exercer sur cette table. Et c'est très technique. Il n'y a qu'un maximum de 3 touches de balle, que vous soyez 1 contre 1, 2 contre 2 ou bien en mixte, femmes-hommes. Et c'est un sport qui est très populaire actuellement, je vous dis. C'est le sport qui vient juste après le football. Le Cameroun, qui participait à ce premier championnat d'Afrique, a surpris plus d'un techeur, mieux encore plus d'un tech-balleur, puisque le double monsieur camerounais, constitué de Hubert Noah et Gregory Chami, a passé en revue les grandes nations africaines de tech-ball, avant de se retrouver en finale face au Nigeria, qu'il mettra hors d'état de nuire sur le score de 2-7-0, ce qui vaudra à nos valeureux lions de tech-ball la première médaille d'or africaine. 14 pays au départ, puis la plus haute marche du podium à l'arrivée, il fallait bien le faire. Le Cameroun, pour l'instant, règne sur le toit du tech-ball africain. Éducation sur le plan régional à présent, comment sortir nos systèmes éducatifs de l'aspect purement éducatif? Les spécialistes de l'éducation proposent depuis quelques années l'approche par compétences. Le deuxième colloque international sur la question s'est tenu à Cotonou et on y retrouve justement Patrick Christian Dobo. Cotonou, la capitale béninoise, accueille la deuxième édition du colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel. Après Yaoundé, c'est donc au tour du pays de Patrice Talon de réunir des scientifiques venus de divers horizons. Sénégal, Côte d'Ivoire, Gabon, Burkina Faso, Canada, Cameroun et bien sûr du Bénin pour réfléchir sur la consolidation attendue de l'approche par compétences voulue depuis quelques années dans les systèmes éducatifs, notamment dans l'espace francophone africain. C'est un plaisir pour moi et un honneur pour le Bénin d'abriter ce colloque qui est un colloque international. Pour nous, ce colloque, non seulement réveille encore le débat sur l'approche par compétences, mais permettra, j'en suis sûr, de pouvoir rectifier beaucoup de choses. Si on peut se réjouir du taux de participants, ils sont environ 300 venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Gabon, du Burkina Faso, du Canada, de la France, du Cameroun et bien sûr du Bénin, entre autres, qui vont donc tabler pendant 3 jours sur les contours de l'adaptation, de l'adéquation de l'approche par compétences aux réalités contextuelles de l'éducation, notamment dans les pays francophones de l'Afrique. Et parmi les problèmes soulevés en atelier, celui des effectifs pléthoriques, celui des moyens qui peuvent accompagner cette approche par compétences, mais surtout d'autres facteurs qui parfois rendent difficile l'adaptation de cette approche par compétences. Depuis Cotonou justement, pour le colloque scientifique international pour l'innovation pédagogique et le développement professionnel, Patrick Christian Dobo, envoyé spécial pour Canal 2 International. Et on reste à l'étranger. Le président tunisien Béji Caïd, SSB, n'est plus. L'annonce a été faite ce jeudi matin alors qu'il avait été hospitalisé mercredi soir à l'hôpital militaire de Tunis. Il décède à l'âge de 92 ans. Selon les informations, son état de santé ne s'est pas amélioré malgré les soins prodigués. Béji Caïd était déjà sujet à des soucis de santé. Le 27 juin dernier, déjà, il avait été hospitalisé. Et la photo à l'écran a été posté il y a quelques heures par son fils Hafed Caïd sur sa page Facebook quelques minutes avant l'annonce officielle de son décès. C'est la fin de cette édition du 13h. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous quitte sur ces images du défunt comédien camerounais Essindi Mindja, décédé un 25 juillet 2005, 14 ans après. Revivons quelques extraits d'un de ses rôles phares dans ce film à succès, Quartier Mozart.
m'appelle à Tango, bonbon des jeunes filles, d'ailleurs diplômé de la Sorbonne, Paris 1er. Les femmes aiment les vêtements, je les attends chez moi pour le recensement. Hey, voilà une belle petite pour le perdant. Quoi? Tu connais son père? Chien méchant. Alors, on ne dit plus bonjour? Bonjour. Hey, c'est quoi cette façon de dire bonjour? Est-ce que nous sommes des drapeaux? On m'a envoyé. Et puis tu crois que la personne qui t'a envoyé peut accepter que tu passes comme ça sans me dire bonjour?